Bonjour à toutes, mesdames, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Bonjour Margot, comment vas-tu? Mais bien, Elodie, et toi depuis la semaine dernière? Très très bien, merci. Donc je vous salue toutes pour ce nouveau webinaire sur la reprise professionnelle le lundi à 14 heures, comme tous les lundis maintenant, depuis 5 semaines. Un grand merci à Margot de les animer. Cet atelier portera sur la reconversion professionnelle. Comme les ateliers auparavant, il sera divisé en deux parties. La première, où Margot vous montrera un petit peu son déroulé et ses conseils, et la deuxième, où je ferai remonter vos questions. Alors, pour celles qui ne connaissent pas Zoom, du coup, vous avez un petit bouton Q&R en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions et vos réponses. Et nous avons aussi un chat où certaines ont déjà pris la parole. Donc, bonjour à toutes. Cécile, Anne, Isabelle, je crois, à Evelyne, vraiment, bienvenue et bonjour. Alors, du coup, je salue aussi celles qui nous suivent sur Facebook Live. Sachez que le support de Margot sera envoyé aux inscrites sur la plateforme Zoom. Et si vous souhaitez la voir, il faut nous faire la demande par mail à contact.bordeaux@maisonrose.fr. Donc, je répète pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, contact.bordeaux@maisonrose, maison avec un S, rose sans S.fr. Donc cet atelier vous est offert par Roseup Association qui informe et accompagne les femmes touchées par un cancer et animé par Margot qui est coach à la Maison Rose Paris et qui gère notamment les marques Heroes and Associates et We On Board. Donc, merci beaucoup Margot. Sans plus tarder, je te laisse la parole et je te dis à tout à l'heure. Ça fait peut-être 5 semaines, mais j'ai toujours la pression avant de démarrer l'atelier. C'est pas grave, voilà. Ça va bien se passer comme à chaque fois. Donc bonjour à toutes qui êtes présentes sur Zoom et sur Facebook. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque lundi depuis 5 semaines. Ça me fait hyper plaisir et vous pouvez voir, j'ai le smile jusque là. Aujourd'hui, cet atelier va porter sur un sujet très, comment dire, qui vous concerne toutes, puisqu'à la Maison Rose Paris, et ce sera le seul moment où je parlerai de Paris, c'est un atelier qu'on fait très souvent sur la reconversion professionnelle, et je sais ô combien c'est une question que vous vous posez toutes. Mais avant cela, je vais vous dérouler le plan de l'atelier de ce jour. Donc, il va y avoir une introduction. Ensuite, je vais vous parler dans un grand 2 de la vie professionnelle au moment du cancer. Dans un grand 3, vous définir exactement ce qu'est la reconversion professionnelle. Et enfin 4, les 10 questions à se poser avant de prendre ce fameux cap. Donc voilà, vous allez tout savoir ce que c'est, les questions à se poser et vous serez fin prête pour savoir si vous devez amorcer ou non un changement de carrière. Et sans plus tarder, on va commencer avec l'introduction. Alors déjà, c'est peut-être pas une introduction professionnelle, mais je tenais à vous remercier toutes, mais vraiment toutes, puisque vous m'écrivez sur LinkedIn, vous m'envoyez des messages sur Facebook, et en plus de ça, vous contactez les Maisons Roses pour les remercier pour les ateliers. Et ben moi, j'ai envie de vous dire merci à vous. Merci pour votre soutien, votre énergie, pardon. C'est vous qui me portez, et le fait de vous savoir heureuse et que mes conseils et tout ce que fait la Maison Rose, ça peut vous être utile et ça vous aide à avancer. Rien que pour ça, je vous embrasse à distance. Voilà, c'était le moment love. Maintenant, la reconversion professionnelle. Alors, vous allez avoir le support puisque vous allez devoir écrire par la suite, mais je vais vous d'ores et déjà vous poser les questions en amont. Il faut savoir, avant de commencer la reconversion professionnelle, qui vous êtes. Et là, vous dites, mon Dieu, on est parti sur une dissertation de philo. Non, plus sérieusement, quand vous aurez le temps, donc une fois que vous aurez reçu le support, pensez donc à 3 mots qui pourraient vous définir aussi bien professionnellement que personnellement. Si on dit, par exemple, j'ai vu qu'il y avait Céline, Cécile, des personnes qui ont chatté sur Zoom, si on dit, bah voilà, aujourd'hui, moi, qui suis-je? Qu'est-ce qui me définit? Si vous trouvez que l'exercice est un peu difficile, n'hésitez pas à aller voir vos proches ou à les appeler et à leur demander quels sont les premiers mots qui leur viennent à l'esprit lorsqu'ils pensent à vous. Mais ça peut être des termes élogieux ou un peu moins élogieux. Mais le but du jeu, c'est de savoir ce que vous dégagez. Et ça va être utile pour la suite. Voilà pour la petite introduction. Alors, grand 1, la vie professionnelle au moment du cancer. Alors, il faut savoir que le cancer, et je ne vais pas vous l'apprendre, bouleverse l'image que l'on a de soi et a fortiori l'image que l'on a de la vie en général et du sens. Et aujourd'hui, en fait, lorsque vient la maladie, tout
est redéfini. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est utile? Et en fait, il faut savoir que vous êtes forcément, en fait, toutes les cartes sont redistribuées et ce qui était hier n'est plus aujourd'hui et le demain paraît très flou. En d'autres termes, vous avancez constamment dans une zone d'incertitude qui, forcément, peut vous mettre dans des situations de stress et d'angoisse et où la reconversion professionnelle apparaît parfois comme la seule solution, alors que je vous assure, ce n'est pas le cas. Et donc, pareil, après avoir pris les 3 adjectifs qui vous définissaient le plus, je vais vous demander, et c'est pour ça que c'est un atelier un peu particulier, puisque vous allez devoir réfléchir, qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà. Nous, généralement, quand on fait les ateliers, on s'assoit toutes, on réfléchit, on dit aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que ça veut dire important? Quelles sont les images qui me viennent? Quelles sont les idées? Quels sont les mots? Les chansons peut-être? Voilà, si vous avez, alors moi je suis une grosse fan de Queen, donc si vous avez Freddie Mercury qui vient dans la tête, est-ce que c'est important pour vous? Etc. Et donc quand vous faites, avant de se lancer dans une recherche d'autres métiers, intéressez-vous aux fondamentaux. Qui je suis? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et qu'est-ce que ça veut dire important? Est-ce que important, c'est quelque chose dont je suis prête qui prenne toute sa place dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose dont je suis prête à y consacrer du temps le week-end? La famille, c'est important. Est-ce que la famille, c'est important pour moi? Est-ce que je suis prête à renier des jours ou des nuits de sommeil pour aller voir mes proches ou au contraire pour ne pas les voir? Vous voyez? Et encore une fois, sans jugement de valeur. Je vous en supplie, arrêtez de vous juger. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien, puisque c'est vous, en fait. Et donc, vraiment, définir l'important pour soi, ce n'est pas l'important du voisin. Et je vais même vous le dire, ce qui est important pour vous n'est peut-être pas aussi important pour votre partenaire. Et ça peut aider à désamorcer certains conflits. Voilà, donc ça c'est la première chose. Qu'est-ce que l'important? Oui, on commence avec une dissertation à 14 heures, ne me remerciez pas. Et deuxième mot, l'impact psychologique. Alors j'en ai un petit peu parlé, donc effectivement, généralement l'annonce, et on s'est rendu compte, et de nombreuses études le prouvent, mais l'annonce d'un cancer va marquer une fracture dans l'existence. Et donc, on va rentrer dans un monde nouveau, celui de l'hôpital ou de la clinique. On va devoir mettre en place une nouvelle organisation pour continuer à gérer sa vie professionnelle lorsqu'on veut la continuer ou lorsqu'on peut la continuer, ou l'arrêter, la stopper, la décaler. Et en fait, il y a toujours cette espèce de dualité qui est présente chez les femmes, en tout cas chez celles qu'on a accompagnées à la Maison Rose, c'est de se dire, en fait, j'ai l'impression que moi, il s'est passé quelque chose, je ne suis foncièrement plus la même personne, et le monde en parallèle, lui, continue d'avancer. Et dès lors qu'on doit envisager le retour au travail, forcément, on a peur qu'il y ait un espèce de clash entre ces deux mondes-là. Ça peut paraître stressant, angoissant souvent, excitant, et puis avec aussi cette éternelle question. La femme que j'étais a changé, alors est-ce que la professionnelle aussi, en fait? Et c'est ça la vraie question. C'est vous, il s'est passé tellement de choses en vous, émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Vous dites, waouh, genre, je suis quelqu'un de nouveau, j'ai passé un nouveau cap dans ma vie. Mais est-ce que cette nouvelle moi, entre guillemets, va s'adapter à son ancien poste, qui représente aussi l'ancienne vie? Et donc, forcément, c'est pour vous accompagner dans ce moment qui est très charnière et très complexe qu'on a voulu faire cet atelier en vidéo avec Rose Up pour pouvoir en fait vous expliquer les bonnes questions, en tout cas celles qui sont moins, vu que les maisons roses ne sont pas encore ouvertes, pour que vous puissiez décortiquer tout ça, prendre le temps et surtout réfléchir sur les bien-fondés de votre projet. Voilà. Donc, rappelez-vous que c'est normal d'avoir envie de tout quitter, puisque vu que voilà, la femme que vous étiez a changé, forcément, vu que vous êtes une femme, une professionnelle, se pose la question de la professionnelle que vous êtes. Et donc, c'est normal de se poser la question, ne vous inquiétez pas. Maintenant, donc là, on a fini le grand 1, donc le cancer et la reconversion professionnelle, le cancer dans la vie professionnelle. Maintenant, grand 2, la reconversion professionnelle. Alors déjà, avant de se poser les questions, on va définir les termes. Encore une fois, je vous rappelle, on est dans une dissertation de philo, donc on définit les termes dans chaque dissertation. Après vous avoir demandé
et encore une fois, vous allez avoir le support, donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir avoir le temps de réfléchir. Quels sont les 3 adjectifs ou 5 qui vous définissent? Quelle est la notion de l'important pour vous? Maintenant, je vais vous demander de réfléchir un petit peu. Quel mot associez-vous quand je vous dis le mot carrière? Voilà. Alors, c'est un peu gênant parce que je suis toute seule chez moi et donc du coup, d'habitude, il y a des gens qui réfléchissent. Mais réfléchissez à quelle est la définition de la carrière. Et encore une fois, ça peut être des mots, des chansons, des images. Et l'idée, en fait, c'est que on pense parfois savoir ce qui est bon pour nous, enfin bon pour nous, ce que l'on désire en tout cas. Et en réalité, quand on s'interroge et quand on creuse, on se rend compte que finalement, il y a des choses qui reviennent, qui ne sont pas celles dont on avait pensé initialement. Donc, posez-vous la question, quel mot vous associez quand je dis le mot carrière? Qu'est-ce que ça fait résonner là, comme ça, d'instinct? Voilà, je le fais en même temps que vous. Et 2, qu'est-ce que pour vous une reconversion? Qu'est-ce que ça signifie? Et pareil, mettez et vous mettrez tous les mots qui vous viennent par la tête. Qu'est-ce que ça signifie? Les images, est-ce que c'est ouvrir une chambre d'hôte? Est-ce que c'est retourner dans la nature, vivre dans une cabane, dans une tiny house? J'ai vu ça récemment, et avoir des toilettes sèches. Enfin, voilà. Est-ce qu'au contraire, c'est déménager dans un autre pays? Quels sont les mots que vous associez? Voilà, quels sont les mots que vous associez à ça? Et si vous êtes présente à cet atelier, aussi bien sur Zoom que sur Facebook, c'est que quelque part, ça vous titille. Donc, quelles sont les images, peut-être les idées que vous projetez avec ça? Ouais, je regardais les commentaires pour voir si j'allais pas trop vite. Difficile la première question. Ouais, je sais. Alors, cet atelier-là est assez difficile parce qu'en fait, il vous demande de vous interroger vous. Nous, parfois, il y a des larmes qui sortent quand on fait cet atelier. Donc, le but du jeu, c'est encore une fois de ne pas se juger, mais c'est vraiment d'être dans les bonnes conditions et d'avoir les bonnes questions et de pouvoir respirer et de faire ça ensemble. Donc, c'est normal que ça vous titille. Bon, maintenant, la définition d'une reconversion professionnelle. Alors, je vais vous donner la définition du Larousse, hein, puisqu'il n'y a pas mieux. Alors, adaptation, alors reconversion tout court, hein. Adaptation d'une industrie ancienne à de nouveaux besoins, virgule. Changement de production opéré par une entreprise, virgule. Changement de type d'activité ou de secteur d'activité, virgule. Ou fait pour un employé de se reconvertir dans une nouvelle activité. Merci Larousse, la reconversion, c'est le fait de se reconvertir, c'est gentil. Plus sérieusement, il faut savoir que ce que vous vivez, c'est quelque chose que beaucoup de Françaises et de Français, et même, je pense, que beaucoup de personnes de manière générale vivent, puisque selon une étude qui a été menée par l'AFPA sur 5000 personnes, 60% des sondés ont déjà changé au moins une fois d'orientation professionnelle, c'est-à-dire de métier ou de secteur d'activité. Parce que bon, changer de secteur d'activité, je veux dire, si c'est pour être contrôleur de gestion dans l'industrie du luxe ou dans, je ne sais pas moi, les services, voilà, on est sur un secteur différent, mais on est quand même sur le même métier. Là, par contre, voilà, c'est changer de métier, la reconversion professionnelle, hein, attention. 88% des personnes sont prêtes à suivre une formation pour un secteur qui recrute. Donc, ça veut dire que si jamais vous avez envie de vous reconvertir, 90% des personnes sont prêtes à suivre cette nouvelle formation. Et enfin, et ça c'est important pour vous, 65% des ressources humaines estiment que les reconvertis sont un atout pour l'entreprise. Et ça, c'est la grosse surprise de l'étude du sondage mené par l'AFPA, qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très ancré. D'ailleurs, il y a beaucoup d'émissions sur M6. Je ne sais pas si vous avez vu, ça s'appelle, ça a des titres comme « Ils changent de vie »,« Ils quittent leur vie parisienne ou bordelaise ou nantaise ou peu importe. Enfin, ils quittent une grosse métropole et partent s'installer à l'autre bout du monde pour ouvrir un hôtel sur une plage de rêve ». Voilà. Il y a souvent des émissions comme ça qui donnent vraiment envie. Mais attention, hein, on est sur du divertissement, donc forcément, ça montre le côté un peu glam. Et enfin, pour terminer ce grand 2, c'est ça, pour terminer ce grand 2 et s'attaquer aux questions, il faut savoir que la clé de la réussite et de la reconversion professionnelle, ça consiste à monter un projet solide, cohérent, qui vous ressemble et qui soit adapté à vos valeurs, à vos motivations et à vos besoins professionnels. Voilà. Et ça, c'est la conclusion de ce grand 2. Maintenant, mon Dieu,
Les 10 questions à se poser avant de prendre le virage professionnel. Alors, il faut vraiment plus de temps que ça, mais il y a 10 questions qui sont impératives. C'est-à-dire que si vous êtes déjà dans votre projet de reconversion et que vous vous rendez compte qu'il y a une des questions que vous n'avez pas abordées, je vous invite fortement à le faire. Première question, et là, pourquoi? Pourquoi vous souhaitez faire cette reconversion? Et si la réponse, c'est changer de vie, moi, ça ne me suffit pas. Hein. C'est pour ceux qui ont suivi le webinaire sur les entretiens, c'est comme si vous me disiez ma qualité, c'est d'être perfectionniste. Hein. Voilà, on reste dans la même logique. Donc, pourquoi souhaitez faire cette reconversion? Deuxième question, depuis quand? Ouais. Est-ce que c'est un rêve que vous avez depuis longtemps? Est-ce que c'est une passion inavouée? Est-ce que c'est quelque chose qui vous titille depuis très longtemps? Voilà. Et soyez honnête envers vous-même. C'est-à-dire que si vous vous dites, moi aujourd'hui, la reconversion professionnelle, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment très envie de faire depuis longtemps et qu'au fond de vous-même, vous savez que ça fait 3 mois, ayez au moins cette honnêteté envers vous-même de vous dire, voilà, ça fait 3 mois, mais j'ai eu un déclic, j'ai vu un reportage sur tel sujet, j'ai entendu ça, etc. Donc, première question, pourquoi? Deuxième question, depuis quand? Et par rapport à cette deuxième question, depuis quand vous avez envie de faire cette reconversion professionnelle, ça me fait penser à quelque chose que je dis très souvent. Il faut savoir que la vie professionnelle, c'est pas une autoroute. On a autant de vie, notre vie professionnelle est constituée de différents chemins, de différentes rencontres qui vont vous faire prendre des parcours différents. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous vouliez d'aller de Paris à Brive-la-Gaillarde, voilà. Et vous vous dites, ok, soit je prends l'autoroute et je fonce, ou soit vous vous dites, ah ben non, je vais prendre l'autoroute et puis je vais faire une petite sortie de route, je vais aller m'arrêter manger dans un petit village château-étape hyper sympa du côté de Orléans, et puis ensuite je vais revenir, je vais reprendre une départementale, puis une nationale, puis un bout d'autoroute. Il faut savoir que la vie professionnelle, c'est pareil en fait. On ne vous demande pas de passer 30 ans dans la même entreprise, puisque c'est votre vie et c'est vous qui devez la vivre. Donc si jamais à la fin de cet atelier et à la fin de votre réflexion, vous vous rendez compte que vous avez vraiment envie de mener ce changement de vie, ne vous jugez pas. C'est totalement normal et il vaut mieux que vous essayiez plutôt que vous ruminiez avec des si. Vous savez ce qu'on dit, hein. Si, et si, et si, et si, et finalement, en fait, vous passez à côté de quelque chose. Et voilà. Donc, je vous le dis, parenthèse terminée, la vie n'est pas une autoroute. Première chose. Donc, première question, on a dit pourquoi je veux faire ma reconversion. Deuxième question, depuis quand? Quand est-ce que c'est venu? Troisième point, et ça fait la suite logique, est-ce un désir profond ou quelque chose qui vient répondre à une angoisse? Encore une fois, est-ce que c'est un désir profond, quelque chose qui vient répondre à une angoisse? Parfois, dans les périodes troubles, on pense facilement que changer de métier, ça peut être la solution. Changer de métier, ce n'est pas forcément la solution. Je vais vous faire une petite allégorie puisque je vous le rappelle, depuis le début, on dit très souvent que la vie professionnelle, c'est comme une lettre de motivation, c'est comme de la drague, un entretien d'embauche, c'est comme un premier rendez-vous. Et ben, la reconversion professionnelle, c'est comme une pleine crise. Est-ce que en pleine crise avec votre partenaire, vous vous dites à chaque fois, je vais le quitter? Alors, ou alors vous vous dites, oh non, mais le quitter, ce serait beaucoup plus simple. Oui, parfois ça peut l'être, mais parfois ce n'est pas spécialement la seule solution. Et bien, c'est la même chose avec la reconversion professionnelle. Quitter votre job actuel ou quitter le secteur ou le métier dans lequel vous êtes, parfois ce n'est pas spécialement la meilleure des solutions. Parfois, il faut juste un réajustement. Est-ce qu'il ne faut pas changer de secteur, changer d'univers, changer de format? Voilà, il y a toutes ces petites questions-là qu'il faut se demander avant de se dire « je change de métier ». Quatrième question à vous poser, partir, oui, mais pour faire quoi? Quel est votre projet? Si vous dites « ok, là c'est bon, j'en suis sûre,
c'est la goutte de trop avec mon job actuel, on est en pleine crise, j'en peux plus, je le quitte. On reste dans le logique du discours sentimental. Vous dites, ok, très bien, partir, mais pour faire quoi? C'est quoi votre projet? Et ça ne doit pas tenir en une phrase, hein, on est d'accord. Dire, non, mais je vais aller ouvrir un fleuriste de je ne sais où. Ok, mais pourquoi? Enfin, il faut vraiment que votre projet soit solide. Parce que si ça tient en une phrase, ce n'est pas bon. Donc, un projet professionnel, pour celles qui ne savent pas, ça peut être défini comme, l'évolution souhaitée et il faut que ça soit encadré dans le temps, qu'il y ait des objectifs, etc. Hein. Ce n'est pas juste une phrase à la volée. Cinquième question à vous poser. Quelles compétences ai-je besoin de développer et comment? Quelles compétences ai-je besoin de développer et comment? Peu importe votre choix, et ça on l'a déjà dit et je sais que c'est une phrase qui a fait résonance en vous, donc je me permets de la redire, même si vous n'avez pas d'expertise, vous avez une expérience. Chaque talent, compétence, ressource que vous avez dû utiliser dans le passé est transférable. Et oui, tout ce que vous faites dans votre vie du quotidien, même si ça ne rentre pas dans un cadre professionnel, ou tout ce que vous faites, c'est transposable. Mettons, si vous travaillez dans une équipe et vous êtes manager et vous devez gérer l'activité de votre équipe, vous pouvez tout à fait être entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'on est sur des compétences transférables, la rigueur, l'organisation, la gestion des objectifs, etc. Vous voyez? C'est ça des compétences transférables. C'est des compétences qui, à un moment donné, peuvent être sorties du cadre pour être utilisées ailleurs. Mais ça peut être aussi, il y a beaucoup d'histoires comme ça de mes amis où il y a leur sœur qui organise leur mariage et qui en fait se rend compte qu'elle adore être wedding planner, qu'elle trouve ça génial, que ça coche plein de cases. Ben voilà, vous voyez, ça fait partie de ce genre de choses. Et donc, comme je vous le disais, comme chaque talent, compétence est transférable, il est donc intéressant et hautement recommandé de vous baser dessus pour avancer et les mettre en relief dans un futur métier. Attention toutefois à ne pas retomber dans les mêmes spirales. Ce n'est pas parce que vous êtes doué dans un métier que votre prochain métier doit contenir les mêmes compétences. Bah oui, parce que sinon, en fait, vous risquez de recroiser les mêmes démons et de retomber dans cette spirale. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vont plus facile. Et moi, quand j'étais chasseuse de tête en finance, il y a beaucoup de personnes qui faisaient de la finance parce que c'est un métier qui était associé à un certain prestige social, où on pouvait gagner beaucoup d'argent assez rapidement et où il y avait des carrières et il y avait toujours des offres d'emploi. Sauf qu'on rentre dans un débat philosophique, hein, je vous rappelle, on est dans une disserte de philo. Entre le devoir et le vouloir, il y a un monde. Entre ce que je dois faire pour m'assurer mon prestige et ce que je veux vraiment faire au fond de moi, voilà, c'est à vous de juger. Et c'est pour ça que parfois, la maladie met en relief tout ça en fait. Il y a plein de choses qu'on fait parce qu'on doit les faire, mais est-ce qu'on a vraiment envie de les faire? Non. Alors, payer ses impôts, il faut le faire. Là, ça fait plaisir à personne en ce moment, je sais, mais il faut le faire. Mais par contre, plus sérieusement, beaucoup de personnes se lancent dans une carrière. Mais c'est normal, quand on est jeune, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on aime, on n'ose pas se dire ce qu'on aime aussi. Donc, on se lance dans une carrière un peu avec les yeux comme ça. On imagine que c'est un TGV, on monte dans le train et puis pouf, à un moment donné, il nous arrive quelque chose dans notre vie. Soit on a une rencontre, on entend quelque chose, on est malade. Enfin, quelque chose se passe dans notre vie qui va nous faire tilt. Et voilà. Et bien là, la notion du devoir et du vouloir. Donc, voilà. 6e question à vous poser. Est-ce que mon projet est en phase avec la réalité? Typiquement, s'il y en a parmi vous qui me disent « Margot, j'ai envie d'ouvrir un restaurant en ce moment », je vous dirais que ce n'est pas spécialement la meilleure des idées au vu du contexte actuel. Et donc, pour cela, je vous invite toutes, si vous êtes déjà bien avancé dans votre projet de reconversion, d'utiliser ce qu'on appelle le modèle PESTEL, P-E-S-T-E-L. C'est un modèle qu'on utilise quand tu es un entrepreneur et ça permet en fait de mesurer différents impacts politiques, environnementaux, sociaux, technologiques, économiques et légaux. Et ça permet en fait, lorsqu'on crée un projet, de voir comment on peut gérer avec les différentes contraintes, s'il y a des contraintes. Donc voilà. Pareil, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont cette espèce de fantasme, mais ça se calme un peu en ce moment, de la chambre d'hôte.
oh là là, j'imagine recevoir des gens chez moi, leur faire à manger, etc. Mais beaucoup de personnes, en fait, je crois que c'est un nom d'ailleurs, le fantasme de la chambre d'hôte, à vérifier, se rendent compte très rapidement que avoir une chambre d'hôte, c'est très fatigant, puisqu'il n'y a pas que faire à manger, il faut faire à manger, le ménage, nettoyer, ranger, débarrasser, refaire les lits, être disponible quand les personnes sont là, parce que le principe d'une chambre d'hôte, alors bien sûr, il peut y avoir des annexes séparées, mais c'est que les personnes sont chez vous. Donc mentalement, en fait, vous devez toujours être prêt à répondre aux besoins et aux désirs des personnes. Il faut beaucoup courir, il faut s'assurer un revenu parce que vous avez des charges qui sont énormes dans la nourriture, l'électricité, l'eau, etc. Vous voyez ? Et finalement, en fait, quand on parle de tout ça, on se dit, ouais, finalement, la chambre d'hôte, c'est peut-être pas le truc que j'ai envie de faire. Donc, vous voyez, le fait d'analyser son environnement et de se dire, est-ce que mon projet est en phase avec la réalité et surtout ma réalité ? Est-ce que moi, je suis capable de courir toute la journée, de me baisser toute la journée pour celles qui ont envie de devenir péricultrices ? C'est une vraie question. Et enfin, si déjà, à partir de la 6e question, vous êtes toujours dire « Ouais, moi, j'ai toujours envie d'y aller », ok, on va passer aux choses sérieuses. L'enquête terrain. Alors ça, je sais que celles qui l'ont fait adorent. Non, c'est ironique, elles n'aiment pas ça. L'enquête terrain, c'est de se dire « Ok, j'ai envie de me lancer dans ce projet. Je suis sûre, j'ai validé tout, c'est en phase avec ma réalité, c'est un projet que je mûris depuis longtemps, ça ne vient pas répondre à une angoisse, etc. etc. » En fait, il faut que vous puissiez aller échanger avec des professionnels de ce métier. Donc le but, c'est pour un métier choisi que vous alliez rencontrer ou en tout cas appeler, parce que là on ne peut pas sortir, on ne peut pas beaucoup sortir, échanger avec votre réseau personnel, votre réseau professionnel, associatif, sportif, leur faire part de votre projet et leur demander, oui, si ils connaissent des personnes qui soit ont fait une reconversion dans ce sens-là, ou soit qui sont dans ce même métier. Typiquement, si vous avez envie de travailler dans la fromagerie, de devenir fromagère ou fromager, s'il y a des hommes qui nous écoutent, eh ben, demandez à votre réseau, parlez-en autour de vous et sans rentrer dans les détails et demandez-leur s'ils connaissent un fromager, une fromagère pour leur poser des questions. Voilà. Donc ça, c'est l'enquête terrain. Ensuite, dans cette enquête terrain, vous devez également vous documenter à partir de sites internet ou de blogs, de vous procurer des journaux spécialisés. Pourquoi ? Puisqu'en fait, dans les journaux spécialisés que vous pouvez acheter dans les kiosques, ils vous donnent les tendances économiques du secteur. Et donc, ça peut vous permettre de savoir la réalité du terrain. De visiter des salons professionnels, bon là c'est un peu compliqué avec le coronavirus. Et surtout, ça vous permet aussi d'identifier les compétences nécessaires et savoir sur quel sujet. Alors, je vais vous faire une partage d'écran pour que vous puissiez voir les questions à leur poser. Voilà. Donc, vous voyez ici, lorsque vous allez aller rencontrer les personnes pour leur poser les questions, il y a toutes ces questions-là dans l'encadré gris qu'il va falloir leur poser. Quelles sont les caractéristiques du métier ? Déjà, quel est le profil des personnes qui sont en poste ? Les compétences, la formation, à quoi ressemble une journée type ? C'est quoi être fromager ? À quelle heure on se lève ? Est-ce qu'on doit être en contact directement avec des producteurs ? Où est-ce qu'on va chercher les fromages ? Etc. Caractéristiques principales. Est-ce que c'est un métier où on a des contacts en interne, en externe ? On travaille seul ou on travaille en équipe ? Bah oui. Les personnes qui aiment travailler seules, faire des métiers de groupe, ça peut paraître un peu compliqué. Les avantages et les inconvénients, en toute honnêteté. Quels sont les bénéfices de ce métier ou au contraire, quelles sont les contraintes ? La période d'adaptation, combien de temps, selon la personne, il faut pour... J'ai un petit bug. Alors, attendez, hop, je vais refaire le partage. Voilà, ce sera plus simple. Oui, pour la question, vous allez avoir ce document, bien évidemment. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça que c'est ce que je regardais. Donc, je reprends. Quel est l'avenir du métier ? Est-ce que c'est un métier qui recrute ? Est-ce que c'est un métier qui est en expansion ? Il y a quelques temps, il y a peut-être 20 ans, même un peu plus, être imprimeur, c'était un super métier. Aujourd'hui, tout le monde a des imprimantes chez soi. Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir une imprimerie ? Voilà. Est-ce que c'est durable économiquement ? Est-ce que c'est viable ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des chutes ? Il ne va pas y avoir une pénurie? Au contraire, est-ce qu'il faut développer ça? Est-ce qu'il y a des métiers qui sont pénuriques? Pourquoi la perméabilité? Est-ce que ce marché est-il porteur? Aujourd'hui, ça va, mais est-ce que demain, ça ira? Je vois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées avec le confinement pour la création de masques. Ok, aujourd'hui, ça va, mais est-ce que c'est porteur? Personne ne le sait.
pourquoi la personne a choisi ce métier. C'est un peu la même question que dans l'entretien d'embauche, où on demandait à celui qui recrutait pourquoi il avait choisi initialement de rejoindre l'entreprise. Là, c'est la même chose. Pourquoi monsieur ou madame, le fromager ou la fromagère a décidé d'être fromager ou fromagère? Quelles ont été les motivations? Pourquoi? Les raisons? Quels seraient les conseils pour une personne qui veut se lancer? Et enfin, bien évidemment, si la personne dispose de contacts dans d'autres entreprises pour ce type de métier ou d'autres secteurs. Voilà, à la fin de l'entretien, vous pouvez dire, moi je suis en pleine reconversion et mon but, effectivement, comme vous l'avez vu, c'est vraiment de me nourrir de plein de témoignages. Est-ce que vous avez des personnes à me mettre en contact? Et en plus de ça, pensez à une chose, c'est que si jamais vous avez envie d'être recruté ou de vous former, ce sera déjà un réseau que vous aurez. Et là, la boucle est bouclée. Vous voyez, vous n'aurez plus besoin d'aller contacter ou convaincre des personnes de vous recruter. Là, vous dites, voilà, on a passé du temps avec eux. Soyez sympathique, mais ça, j'en doute pas une seule seconde. Montrez votre envie, etc. Et ça se trouve, la personne pourra vous recruter comme apprenti. On ne sait pas. Le point 8, l'argent, l'argent, l'argent. Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, on a la chance dans un pays qui soutient les personnes en reconversion avec beaucoup d'aides et de dispositifs. Cependant, ne négligez pas l'aspect financier. Si vous voulez reprendre vos études, ok, mais combien ça peut coûter? Pendant combien de temps? Est-ce que vos ressources propres vont être nécessaires? Est-ce que si jamais vous avez une aide et que vous la perdez, comment vous vous organisez? Le but du jeu, c'est pas d'avoir la corde au cou, hein. C'est vraiment que vous puissiez aborder cette reconversion en toute détente. Déjà que c'est un moment difficile à passer parce qu'effectivement, c'est de se remettre à zéro, le fait de savoir que l'on ne sait pas, il y a tout un processus psychologique qui se met en place. Et si en plus, financièrement, vous vous dites tous les soirs comment je vais faire, non, il faut que vous puissiez être sûr que vous puissiez vous retourner sur vos pattes si jamais on vous coupe des aides ou quoi que ce soit. 9e conseil, gérer ses proches. Alors là, on a 2 types de personnes dans l'entourage. On a l'entourage enthousiaste, voilà. Enfin, ils sont heureux de vous voir que vous suivez cette voie que vous rêviez depuis vos dîners de Noël à 14 ans. Puisqu'une personne qui est plus épanouie professionnellement, c'est une personne qui va mieux. Et une personne qui va mieux, c'est quelqu'un qui diffuse de la joie, du bonheur. Et quelqu'un qui défie, comme on le sait, la joie et le bonheur, c'est contagieux. Et donc forcément, c'est tout un univers familial qui va mieux. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et il peut y avoir aussi un entourage, deuxième cas, un entourage un peu frileux. Il peut arriver que votre entourage ne vous tienne pas autant que vous le souhaitiez, voire pire, tente de vous convaincre de ne pas le faire. Et je vais vous donner un petit conseil qui va vous suivre assez souvent, je l'espère. Il faut savoir que, de manière générale, en ce qui concerne la vie professionnelle, la plupart des personnes pensent donner des conseils et en réalité, elles donnent des avis. Pareil, on est toujours dans notre dissertation de philo de ce lundi. Faire la différence entre le conseil et l'avis. Dans le conseil, on est sur de l'objectif. Dans l'avis, on est sur du personnel. Mais la plupart des personnes se méprennent et pensent sincèrement qu'elles vous donnent un conseil, alors qu'en réalité, elles ne font que projeter sur vous les rêves qu'elles n'ont pas pu faire ou quoi que ce soit, ou projeter sur vous leurs propres peurs. Voilà. Si c'est des personnes qui ont besoin d'être en sécurité, le fait de voir vous prendre un risque, ça va leur renvoyer à leur réalité et elles vont penser vous donner un conseil et ça ne sera que leur propre perception. Donc, accueillez-les, bien sûr. Hein. L'idée, ce n'est pas de vous couper de toutes vos familles et de tous vos amis, mais ne les écoutez pas tous. Voilà. C'est ça. Ne faites pas attention. Si vous estimez que vous êtes sûr et que c'est la meilleure des décisions, vous restez quand même un adulte responsable et voilà, c'est à vous qu'appartient le choix. Et enfin, dernier conseil, c'est d'avoir un plan B. Et oui, ça malheureusement, c'est le genre de choses qu'on ne souhaiterait pas anticiper, mais c'est important et ça peut vous rassurer. Avant de lancer votre transition professionnelle, posez un cadre. Combien de temps je me laisse pour ce projet? Je veux reprendre mes études, pas de souci. Je me laisse 1 an, 2 ans. Quelle limite financière je ne souhaite pas franchir? Je vais vivre sur mes économies. Ok. Quel est le montant que je ne vais pas dépasser? Quelle limite émotionnelle je ne veux pas franchir? Jusqu'où je suis prête à me donner émotionnellement? Est-ce que si je vois que c'est trop dur, que ça me mine, est-ce que si je vois que j'en dors pas, etc., on dit stop. Le but du jeu, encore une fois, c'est de pas vous faire souffrir. C'est censé être un moment positif, la reconversion. Et qu'est-ce que vous êtes prête à renier pendant votre reconversion professionnelle? Et oui, parce que forcément, quand on fait un changement de vie comme ça,
ça a un coût, mais ça n'a pas un coût que financier, ça peut être un coût émotionnel, la proximité avec vos proches. J'en sais rien, mais vous vivez, mettons, dans une ville à Montpellier et vous avez une formation à Brest où je sais qu'il y a des personnes de La Réunion qui nous regardent. Donc voilà, vous avez une formation qui vous demande de vous déplacer à La Réunion. Est-ce que vous êtes prête ou prêt à ne plus avoir cette proximité avec vos proches? C'est tout bête comme question, mais je vous assure, il y en a qui vivent très mal la distanciation. Donc surtout, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis prête à perdre mon salaire, mon ancien salaire, le prestige? Personne n'ose dire personne n'ose avouer ressentir du prestige à faire un métier parce que là on a l'impression qu'on va dans un ego trip. Mais honnêtement, se l'avouer à soi-même, c'est hyper courageux et je peux comprendre que certaines personnes ont peur de perdre leur prestige professionnel. C'est tout à fait normal. On a chacun nos envies, nos aspirations. Et rappelez-vous les 3 premières questions que je vous ai demandées au début. Comment vous vous définissez, mais aussi quelle est la vision pour vous de la carrière. Si pour vous, la carrière, elle doit être brillante, étincelante, vous devez briller de 1000 feux, vous devez être le centre de l'attention, vous devez être le prestige, ok. Ben, dans ces cas-là, vous connaissez et vous savez que si vous faites une reconversion, il faut qu'il y ait ça. Sinon, vous serez malheureux, voire peut-être encore plus malheureux. Voilà. Ben, écoutez, il est 14h36. Je vous ai donné les 10 conseils. Rassurez-vous, vous allez avoir le support comme à chaque fois, c'est normal, il y a beaucoup d'informations. Et enfin, pour conclure et redonner la parole à Elodie et à vos questions, dites-vous qu'une reconversion professionnelle, quoi qu'il en soit, ça peut être une très belle aventure, mais à condition d'avoir mis des garde-fous partout. Voilà. Merci Margot pour tous ces conseils. Je vais te faire remonter quelques témoignages avant de passer aux questions. Donc, j'en profite pour saluer Valérie, Fred, Corinne, Annie notamment qui nous suivent sur Facebook Live et qui ont partagé aussi les petits mémos techniques que tu disais au début de l'atelier du webinaire. Qu'est-ce que ça vous évoque tel mot? Qu'est-ce que ça vous évoque voilà. Donc, on a Fred qui dit que la reconversion, ça lui évoque le travail passion aligné avec ses valeurs. Corinne également qui nous dit que la reconversion pour elle, c'est un nouveau départ. On a aussi Farah Soa qui nous dit que la carrière, c'est l'évolution professionnelle qui répond à ses besoins et à ses envies de paix intérieure. Okay. Et enfin, je crois qu'on avait un autre témoignage en ce sens, mais je ne le retrouve plus. Bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus par la suite. Donc voilà, on a déjà tous ces petits exercices que tu as donnés, que nos participantes ont déjà commencé à faire. Alors, juste pour revenir sur ce que tu as dit, oui, le webinaire vous sera envoyé. J'ai vu une question de Linda, il me semble, sur le support écrit de l'atelier précédent qui portait sur la reconversion, sur le CV, l'entretien, la lettre de motivation. L'entretien. Sur l'entretien, donc il a été envoyé mardi matin dernier à toutes les inscrites sur Zoom, Linda. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à contact.bordeaux@maisonrose.fr, maison avec un S, rose sans S. Si vous souhaitez le recevoir, peut-être, je vous invite à aller regarder dans vos spams, puisque l'adresse étant générique, parfois, ils vont directement dans les spams, donc si vous souhaitez. Et on a également Nathalie qui te remercie et qui te dit que c'était une présentation très complète. Donc, merci. Oh, merci Nathalie. Alors, on a aussi Cécile qui nous dit que la reconversion pour elle, c'est le besoin d'un nouvel élan et la réalisation d'un rêve d'enfant. Oh, Cécile, est-ce que vous voulez nous partager ce rêve d'enfant? Faites-moi rêver aujourd'hui. Voilà, vous pouvez nous partager si vous voulez, si vous avez des partages, des conseils, voilà. N'hésitez pas, c'est comme l'a dit Margot, c'est un peu plus philosophique entre guillemets aujourd'hui, mais c'est le thème aussi qui nous réunit, qui veut ça. Alors après, j'avais un autre témoignage sur Facebook de Josissa que je vais vous partager. Donc Josissa, elle est actuellement en reclassement suite à un burn-out et elle recherche un poste d'accueil ou de secrétariat dans l'événementiel. Mais elle a la cinquantaine, donc elle estime qu'elle est trop vieille pour les employeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre, Margot?
Alors, moi, c'est pas le âge, parce qu'encore une fois, je trouve que, pour rappel, KFC a été créé par un homme de 70 ans, donc pour moi, l'âge, c'est vraiment pas un frein. Par contre, c'est le secteur de l'événementiel, là où qui me fait tilt. Vu tout ce qui se passe et vu à quel point aujourd'hui les événements sont tous annulés et on ne sait pas jusque quand, j'ai peur que les recrutements soient gelés. Et donc, du coup, c'est plus, voilà, on parlait du modèle PESTEL, donc P-E-S-T-E-L, et là, c'est plus le contexte social qui fait qu'aujourd'hui, j'ai peur que dans le recrutement, j'ai peur que ça ne recrute pas dans l'événementiel, pardon. Mais c'est pas une question d'âge. Je sais pas ce que tu en penses, Elodie. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, Josissa, si vous souhaitez recevoir les précédents supports sur la lettre de motivation, le CV, la création LinkedIn, qui sont plus sur vraiment la recherche d'emploi, n'hésitez pas à nous écrire à contact.bordeaux@maisonrose.fr. On se fera un plaisir de vous les transmettre pour vous donner toutes les clés si vous souhaitez et que vous n'étiez pas inscrite au précédent webinaire. On a également un autre témoignage d'Isabelle qui a changé de carrière professionnelle à 46 ans et qui ne regrette pas son choix. Elle nous conseille de persévérer dans ses recherches et d'aimer à apprendre de nouvelles choses. Donc, merci Isabelle pour ce témoignage. Merci. Alors, ensuite, je vais passer au dernier témoignage et après, on passera un peu plus aux questions. Corinne, sur Facebook, qui nous dit qu'elle est encore en arrêt suite à un cancer du sein et qu'elle démarre un bilan de compétences pour m'aider dans son nouveau projet qui est encore un peu flou aujourd'hui. Donc, bon courage, Corinne, si vous nous suivez toujours et on vous souhaite un beau bilan de compétences. On sait que c'est une étape clé dans la reconversion. Alors, je vais passer aux question. On a une question anonyme sur Zoom. La peur de la récidive freine ce spectateur anonyme pour se projeter dans la reprise du travail ou la reconversion. Comment gérer cette peur? Alors, deux options. Soit c'est une peur qui est énormément ancrée et dans ces cas-là, je vous invite fortement à aller voir un thérapeute. Il faut savoir que parfois on ne peut pas passer par nos propres peurs et qu'effectivement voir des psychothérapeutes ou des psychologues, ça peut être une très bonne solution pour nous aider juste à être alignés avec nous-mêmes. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû aussi le préciser, lorsqu'on veut entamer une reconversion professionnelle, il faut absolument que émotionnellement on soit pas dans un état extrême. On ne soit pas dans une grosse euphorie ou qu'on soit dans une grande angoisse. Et donc, je pense que alors, par rapport à alors si c'est une peur, si c'est juste une petite peur, entre guillemets, et que ce n'est pas quelque chose de profond, dites-vous que, demandez-vous, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Voilà. Si vous n'aviez pas cette peur de la récidive, qu'est-ce que vous vous autoriserez à vivre? Et écrivez-le, parce que le fait d'écrire, ça permet de projeter. Et le fait d'écrire, vous allez voir si ça vous fait quelque chose dans le cœur, le fait de voir votre projet écrit, ou si au contraire, ça vous crée un sentiment de recul. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, je ne suis pas à votre place, donc je ne peux pas vous dire, allez, on y va, on s'en fout. Non, c'est vraiment par rapport à vous-même et quand on dit à chaque fois, ça dépend de chacune et de chacun de nous. Donc, écrivez votre projet, mettez-le à plat. Voilà, faut que ça sorte de votre tête et quand vous allez le voir sur une feuille, demandez-vous ce que ça vous procure pour l'instant. Alors, on a également d'autres questions. Alors, je vais anticiper la réponse pour une question d'Elodie. Bonjour Elodie, qui est en ALD, mais qui avant était au chômage, en recherche d'emploi. Et elle souhaite savoir si Pôle emploi prend en charge les reconversions, par exemple, pour passer le concours du CAPES. Donc, je te laisse la parole après Margot, mais là, je pense que c'est plus une question voilà, c'est plus une question adressée directement à votre conseiller ou conseillère Pôle emploi, parce que ça dépend vraiment voilà, de votre profil. Et on a des webinaires spécialisés avec des assistantes sociales. Donc, si vous avez plus des questions sur ce type, ce type de secteur, n'hésitez pas, mais je te laisse la parole, Margot. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Là, c'est vraiment deux métiers. Moi, j'aborde vraiment le côté opérationnel de la reconversion. Là, on est vraiment sur quelque chose de très technique. Ça va dépendre de vos droits, de combien vous avez en termes de congés, etc., de votre parcours de vie. Donc, ça peut être pris en charge, mais tout dépend de votre parcours, etc. Donc, je ne me mouille pas. et effectivement, il y a beaucoup de webinaires avec Rose qui sont organisés là-dessus, donc avec des avocates en plus. Donc, voilà. Elodie, si vous souhaitez, voilà, je ne sais pas où vous habitez exactement, mais je peux vous mettre en relation avec des assistantes sociales de la CARSAT, enfin de la CPAM, pour répondre à vos questions d'ordre administratif. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à contact.bordeaux@maisonrose.fr. Je me ferai une joie de vous mettre en contact avec des personnes qui, pour le coup, pourront vous répondre
selon votre profil. Alors, on avait également une autre question de Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Comment appréhender une reconversion professionnelle de façon positive quand elle est subie? Donc, Marie-Christine a été licenciée quelques années après la maladie et elle a très peu d'offres d'emploi disponibles localement. Donc, je te laisse répondre, mais si Marie-Christine, vous pouviez un petit peu détailler le secteur dans lequel vous recherchez, ça pourrait un petit peu nous aider. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, j'aimerais bien effectivement un peu plus d'éléments, Marie-Christine, pour que vous puissiez, pour que je puisse vous répondre et pas vous donner une phrase dans le vent. Alors, on a ensuite Cécile qui a précisé son témoignage tout à l'heure, qui nous disait que la reconversion, c'était le besoin d'un nouvel élan et la réalisation d'un rêve d'enfant. Cécile a commencé à écrire enfant. Elle n'est jamais allée au bout de sa passion et elle a découvert qu'elle aimait profondément écrire et que ce qu'elle écrivait était très apprécié. Donc, elle souhaiterait être écrivain public et elle est actuellement infirmière. Elle a 54 ans. Voilà. Félicitations Cécile, poursuivez votre rêve d'enfant. Alors, on a aussi une autre question anonyme d'une personne qui a fait un bilan de compétences, mais qui ne l'a pas convaincue. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans ces cas-là? Alors, comme vous le savez, la première chose à faire aujourd'hui dans cet atelier, c'est on s'interroge. Pourquoi ça ne vous a pas convaincu? Quelles étaient vos attentes par rapport à ça? Est-ce que une des raisons pour laquelle les personnes sont déçues lorsqu'elles font un bilan de compétences, c'est qu'elles s'attendent à ce qu'on leur dise un métier, alors qu'en réalité, un bilan de compétences va juste vous aider à faire le tri dans ce que vous savez faire. Est-ce que je peux faire un spoiler, Élodie, ou pas? Oui, vas-y. Ok. Pour information, à la suite de cet atelier, la semaine prochaine, 15h, on va faire un atelier sur le bilan de compétences. Voilà, c'est dit. Vous le savez en avant-première. Donc, pour celles, parce que j'ai vu beaucoup de questions passer en fait sur le bilan de compétences, etc. Donc, je vais vous aider à faire votre propre bilan de compétences. Ça sera juste une première ébauche, bien évidemment. Ça ne vaut pas l'accompagnement d'un professionnel. Voilà, c'est la petite parenthèse. Et enfin, Stéphanie, du coup, voilà, interrogez-vous. Pourquoi le bilan de compétences ne s'est pas bien passé? Est-ce que c'est parce que vous attendiez à avoir un métier? Est-ce que vous n'êtes pas satisfaite du résultat? Et auquel cas, pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça a duré trop longtemps, pas assez longtemps? Voilà, posez-vous toutes ces questions-là. Moi, je pense que c'est parce que vous n'avez peut-être pas eu une idée de métier précise et que du coup, vous souhaiteriez plus creuser et vous restez sur un sentiment de frustration. Après, je ne suis pas à votre place, donc c'est juste une interprétation. Merci Margot. Alors, on a Marie-Christine qui a précisé le secteur. Tu sais, c'est une personne qui a subi sa reconversion professionnelle. Donc, Marie-Christine recherche en tant que cadre dirigeante dans le tourisme. D'accord. Et du coup, ah oui, parce qu'en fait, du coup, Marie-Christine… Comment elle peut appréhender de manière positive une reconversion professionnelle alors qu'elle n'est pas forcément choisie, mais plutôt subie? Deux options en fait. Soit vous décidez de mener cette reconversion professionnelle en choisissant, en trouvant les éléments positifs à travailler dans cette reconversion professionnelle. Qu'est-ce qui est positif de travailler dans le tourisme? Qu'est-ce que ça peut vous apporter sur le plan humain, sur le plan personnel, sur le plan financier? Essayez de vous auto-convaincre. Après, rien ne vous empêche de changer de nouveau de voie et de faire quelque chose qui vous plaît un peu plus. Soit, effectivement, comme je vous le disais à la fin, en reniant sur un des critères. Ça peut être le secteur, ça peut être le métier, ça peut être le salaire, ça peut être le lieu. Donc voilà. On a également une question de Marie-Hélène qui demande quelle formation effectuer pour être écrivain public. Alors ça, je pense que c'est plus à Cécile de répondre là-dessus parce que je ne suis pas écrivaine. Donc, si Cécile, vous pouvez mettre dans les questions-réponses ou dans le chat sur Zoom la réponse, n'hésitez pas pour Marie-Hélène. On a également un témoignage de Stéphanie, que l'on connaît bien à la Maison Rose Bordeaux. Bonjour Stéphanie, qui souhaite redonner du sens et surtout travailler dans un cadre bienveillant, motivant et apaisé. Ok. Voilà. Alors, on a un nouveau témoignage de Elsa. Bonjour Elsa, il me semble que vous nous suivez depuis le début sur ces webinaires. Alors, Elsa est aide-soignante à l'hôpital et elle a été atteinte d'un cancer du sein. Ses médecins lui disent que suite à son opération, elle ne pourra pas porter des charges lourdes de plus de 5 kilos, ce qui est difficilement compatible avec son métier. Et donc pour elle, c'est difficile aussi de concilier l'arrêt maladie et la reconversion avec également tout ce qui est formation. Donc voilà, je pense que c'est un témoignage. Il n'y a pas forcément de questions, mais ce n'est pas le premier témoignage que j'entends dans ce sens
des personnes qui travaillent dans la fonction publique hospitalière et qui doivent renoncer à leur métier qui est souvent une passion, puisqu'elles ne peuvent plus porter de charges lourdes. Et est-ce que c'est pas possible de rester dans le même secteur, qui est la fonction publique ou l'hôpital, et d'aller peut-être sur des fonctions un peu plus support, par exemple travailler peut-être dans les bureaux ou dans ce genre de choses pour la gestion des plannings ou des choses comme ça. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Alors, je ne sais pas, effectivement, moi, je me permets de trouver une solution, Elsa, parce que j'ai un côté à vouloir trouver des solutions à tout, ce qui est assez insupportable. Mais pour vous aider à répondre, mais c'est vrai que, comme je vous le disais, une reconversion professionnelle, c'est pas... Enfin, il faut aussi parfois, en fait, c'est trouver les micmacs dans sa réalité qui peuvent être transposables ailleurs. Donc, vu que vous connaissez et que vous êtes passionné par le secteur médical, d'ailleurs, un grand merci aux infirmières, et même si on ne vous applaudit plus après à 20h, moi, je pense toujours à vous. Parenthèse. N'hésitez pas à voir si c'est possible éventuellement de demander une mutation en interne, verticale ou horizontale. Une verticale, c'est-à-dire même poste, même grade, mais peut-être dans un autre service sur de la bureautique ou un emploi dans le secrétariat qui va vous demander moins de charges lourdes à porter tout en étant dans le même univers. Qu'est-ce que tu en penses, Elodie? Mais alors, pour le coup, je pense, bon, comme pour tout, hein, c'est vraiment cas par cas, mais je sais que souvent les personnes qui sont dans la fonction publique hospitalière et qui sont en lien avec les patients et donc avec de l'humain qui est au cœur de leur métier, c'est justement ça qu'elles ne veulent pas perdre. Donc, voilà, pour elles, c'est un petit peu compliqué. Déjà, la structure où elles travaillent, que ce soit une clinique privée ou autre, ou hôpital, n'a pas toujours les moyens, entre guillemets, de la remettre dans un secteur, dans la même structure, mais plus dans l'administratif. Et je pense que c'est cette espèce de volonté de ne pas perdre ce lien qui fait aussi leurs compétences et leurs valeurs sur le marché du travail, de savoir poser une perfusion ou autre. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, pour les infirmières. Donc, je pense qu'il y a, comme tu l'as dit au tout début, il y a ces 10 questions à se poser. Et il y a aussi tout un travail à soi surfaire. Voilà, qu'est-ce que je suis prête à laisser de côté, alors que c'est souvent un métier de passion. Donc, je pense que c'est vraiment dur à vivre. Et en tout cas, voilà, Elsa nous précise que c'est le contact avec les gens. Donc, effectivement, on pense à vous, Elsa. On sait que ce n'est pas forcément évident. On vous enverra le support si vous voulez y réfléchir. Mais oui, pas que pour les personnes en fonction publique hospitalière, d'ailleurs. Il y en a d'autres qui ne peuvent plus faire le métier qu'elles faisaient parce qu'elles ne peuvent plus porter de charges lourdes sur un moyen à long terme. Et c'est quelque chose d'assez compliqué. Je pense que ça dépend là encore une fois de ce que vous voulez et de ce que vous êtes prête à laisser de côté. Alors, on a beaucoup de témoignages là qui se bousculent un petit peu, donc je vais essayer de tout prendre vos témoignages, mesdames. Alors, Sylvie, qui rebondit sur le témoignage de Marie-Christine, elle ne se sent pas obligée de se reconvertir, mais il peut y avoir la peur de ne plus pouvoir tenir le coup en termes de durée de travail et de pression dans le métier que l'on avait avant le cancer. Donc, je pense, on a aussi eu beaucoup de témoignages en ce sens à la Maison Rose Bordeaux sur des personnes notamment qui exerçaient des fonctions de cadre avec des objectifs financiers à tenir et pour qui c'était compliqué de revenir après la maladie. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, Margot? Ça, malheureusement, en fait, c'est hyper complexe parce que ce qui est assez frustrant dans ce webinaire par rapport aux autres, c'est que généralement, j'ai des réponses pour à peu près tout. Et là, en fait, vu que c'est un atelier de la reconversion professionnelle et qu'il faut que vous ayez déjà répondu aux 10 questions avant que je puisse vraiment vous accompagner, c'est se dire qu'est-ce que vous êtes prête à renier, qu'est-ce qui est important pour vous, le cadre, le prestige. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui retournent en entreprise. Après, vous pouvez retourner en entreprise et si c'est quelque chose que vraiment vous aimez et en décidant vous-même de ne plus vous mettre la pression par rapport aux chiffres et de prévenir aussi, enfin, voilà, de vous dire je fais mon job et je le fais et j'arrête de me mettre la pression et c'est terminé. Après, malheureusement, généralement, la pression, ça ne vient pas de soi, ça vient des cadres supérieurs. Donc, soit vous avez une discussion à cœur ouvert avec eux en disant écoutez, parce qu'ils le savent, vos managers, que vous avez été absent, j'étais absent pendant 1 an, maintenant, ça suffit, ne me mettez plus la pression. Je sais que ça a été le cas pour certaines femmes qu'on accompagne à Paris qui ont eu cette discussion avec leur manager en leur demandant de ne plus mettre des objectifs pressurisés. Après, tout dépend de la relation que vous avez avec votre manager et savoir si ce stress, c'était la partie visible de l'iceberg ou au contraire, c'est quelque chose de plus profond.
Merci Margot. Alors Elsa, après je vais passer à d'autres témoignages, disait aussi que la réflexologie l'attirait beaucoup, mais que ce n'est pas reconnu dans son hôpital. Donc Elsa, moi ce que je vous invite à faire, et tu me diras Margot, c'est de commencer les enquêtes métiers dont parlait Margot tout à l'heure, auprès des réflexologues qui sont très souvent des personnes indépendantes qui ne sont pas, qui ne travaillent pas que dans les hôpitaux ou les cliniques en tout cas, et de commencer ces enquêtes métiers-là si c'est un métier qui vous intéresse en tout cas. Alors, ensuite, on a une question de Marie-Hélène sur les enquêtes terrain, les enquêtes métiers. Peut-on contacter directement les entreprises ou est-ce que ce n'est pas conseillé? Est-ce qu'il faut plus passer par les intermédiaires, entre guillemets? Qu'est-ce que tu pourrais répondre, Margot? De manière générale, les gens adorent parler de leur métier. Surtout que c'est des messages qui sont tellement... J'en ai reçu un ou deux dans toute ma vie de personnes qui étaient en reconversion et qui m'a contactée en me disant Margot, bonjour Margot, madame, peu importe, mais je suis dans une démarche de reconversion et je dois réaliser mon enquête terrain et j'ai des questions à vous poser. Et honnêtement, n'ayez pas peur. Allez-y, foncez. Les gens adorent parler d'eux, moi la première. Donc n'hésitez pas. Alors, on a ensuite un témoignage de Isabelle. Bonjour Isabelle. Alors, Isabelle est enseignante. Elle aime beaucoup le fait de transmettre quelque chose à ses élèves. Okay. Et elle souhaiterait savoir comment voilà, aller vers un autre métier avec la transmission du savoir, cette transmission en tout cas qui est si précieuse à ses yeux. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres secteurs ou d'autres métiers où il y a cette transmission de compétences? Qu'est-ce que tu en penses? Partout en fait. C'est-à-dire que dans les métiers de formation, typiquement, on est vraiment sur cette corde, pareil, de transmission de compétences. Après, elle t'a dit un mot, et je ne sais pas si c'est toi ou si c'est elle qui l'a dit, mais passionné. J'ai cru entendre... Alors, elle a mis j'aime l'écriture et les lettres. Et oui, quand on est passionné par l'enseignement, c'est ses propres mots. Ok, donc Isabelle, si vous êtes passionnée, et ce mot, j'imagine qu'il n'a pas été choisi au hasard, essayez de voir si, pourquoi déjà vous voulez quitter l'enseignement, c'est la première question, et ensuite de faire ce qu'on appelle, nous, c'est quelque chose que je fais très souvent, en fait, vous prenez une espèce de carte en 50 par 70, un énorme document, vous mettez le mot de cœur, donc là qui est enseignement, et ensuite vous mettez tous les mots auxquels vous pensez. Je vais vous donner un exemple précis. À la Maison Rose, il y avait une femme qui était passionnée par le secteur de l'enfance et qui était comptable et qui avait envie de devenir péricultrice. Mais bon, être péricultrice, ça demande d'être debout, de se baisser très souvent, ça peut créer des douleurs au dos, c'est assez physique. Et du coup, on a fait un exercice, on a marqué le mot de l'enfance sur un tableau et on a mis tous les mots qui venaient et on s'est rendu compte qu'il y avait la périculture, il y avait les jouets, il y avait l'habillement, il y avait la mode, il y avait la lecture, etc., etc. Et qu'au lieu d'être péricultrice, elle pouvait devenir comptable dans un secteur lié à l'enfance. Et donc vous, je vais vous demander pour l'enseignement, pareil, de mettre le mot de l'enseignement et de mettre tous les mots qui vous viennent, tous les métiers, tous les secteurs. Il y a la formation, il y a la formation en ligne, il peut y avoir le CNAM, il peut y avoir l'université, il peut y avoir les petites sections. Enfin voilà, il y a tous ces secteurs-là et de voir en fait toutes les possibilités que vous pouvez avoir par rapport à l'enseignement. Je suis désolée, hein, Merci Margot. On a également d'autres témoignages sur la fonction publique hospitalière. Donc Stéphanie qui est préparatrice en pharmacie hospitalière, qui a rencontré sa DRH, mais il y a très peu de postes disponibles dans l'administratif et sa demande de formation a été refusée pour des problématiques de budget. Donc elle va retourner sur son poste où elle manutentionne beaucoup de charges lourdes, ce qui va être désormais impossible et ce qui va peut-être amener à créer des tensions dans son équipe qui est déjà sous pression. Est-ce que tu aurais quelques conseils justement quand on revient comme ça sur un poste on sait qu'il va peut-être y avoir des tensions dans une équipe? Alors déjà, Stéphanie, vous n'êtes pas responsable du bien-être psychologique de l'équipe dans laquelle vous êtes. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à dire parce qu'il y a beaucoup, et ça, c'est typiquement, enfin, il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent à l'idée d'être une charge émotionnelle pour leur équipe. Au bout d'un moment, on dit très souvent que dans la carrière professionnelle, nous ne sommes pas des arbres. Et je veux dire, c'est pas à vous de porter la charge. Et je veux dire, c'est pas votre faute si dans votre équipe, ils sont en sous-effectif. C'est qu'à un moment donné, vos directions ont fait le choix de recruter moins de personnes. En ce qui vous concerne, moi, mon principal conseil,
conseil, pas avis, serait de penser à votre santé. Il me semble qu'on a dit un peu plus tôt que vous aviez un cancer du sein et que effectivement c'est juste pas possible pour vous de porter quelque chose. Eh bien, ne le faites pas. Ne dites que vous ne pouvez pas le faire physiquement. Il en va de votre santé. Au bout d'un moment, il ne faut pas. Voilà, ça reste qu'un métier. Hein. On veut dire, au bout d'un moment, on ne va pas faire passer votre vie avant votre métier. Et allez voir vos RH et discuter avec elles en toute honnêteté des possibilités qu'il peut y avoir pour soit vous faire porter moins de choses et vous faire intervenir sur d'autres secteurs. Je ne sais pas comment ça se passe parce que je ne connais pas votre métier, mais se dire, ben, voilà, une de vos collègues prend la partie portage et vous prenez une autre partie de sa part pour pouvoir vous organiser. Mais la clé, c'est la communication, par contre. Il faut absolument ne pas avoir peur. Il ne faut pas rester avec vos frustrations et ne pas hésiter à aller en discuter ouvertement et à proposer et leur demander des solutions. Merci Margot. Alors pour revenir un peu sur la fonction publique hospitalière, on a Cécile qui en tant qu'infirmière, s'est tournée vers la psychiatrie avec un secteur où des postes physiques sont moins lourds. Donc voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette situation. On a également Nathalie qui doit nous quitter pour un rendez-vous important, mais qui nous remercie pour cette présentation et qui a hâte de travailler toutes ces questions. Donc, merci beaucoup Nathalie, on vous envoie le support demain matin. Alors, on a Cécile qui précise également que la charge émotionnelle d'une équipe est subie, quel que soit le secteur, et que son équipe avait tendance à la surprotéger et que c'est devenu très difficile également à supporter pour elle. Donc, tu confirmes que la communication, c'est la clé. Toujours. Alors, je prends une dernière question de Linda dans la fonction publique. Alors, attendez, territoriale, FPT, où il y a je pense que Linda est atteinte d'une maladie chronique, si je comprends son témoignage, mais n'hésitez pas à revenir vers nous, Linda, et pour qui la reconversion professionnelle avec les traitements sont assez compliquées. Donc, si vous souhaitez en tout cas préciser votre témoignage, si vous avez une question, Linda, n'hésitez pas. Et enfin, on a une dernière question de Tej qui est tentée par 2 activités. Comment choisir sa voie dans ces cas-là? Alors, est-ce que soit vous décidez de faire les deux, si c'est possible, soit vous décidez, en fait, vous faites toutes les 10 questions et vous regardez celle qui vous assure le plus de joie ou vous répondez le plus de points. Mais après, si vous voulez faire les deux, moi, je suis du genre à dire ne pas choisir, mais j'ai un petit côté extrême là-dessus. Donc, Bon, merci beaucoup, Margot, pour tous ces conseils, encore une fois, pour ce webinaire particulier, mais c'est le thème aussi qu'il a voulu ainsi. Merci beaucoup à toi. Merci à vous, mesdames. Je vois Latifa, Nathalie, Farasoa, les personnes qui sont là tous les lundis. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de vous retrouver de toute la France et même des départements et territoires d'outre-mer. On pense évidemment fort à vous. On vous remercie pour toutes vos questions. Ce webinaire est dynamique grâce à vous également. Donc, un grand merci aussi aux personnes sur Facebook. Je vous dis à très bientôt. On a des webinaires toute la semaine. Donc, cet atelier vous a été offert par Rose Up Association et sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube très prochainement et également sur la chaîne Facebook de l'association. Merci Margot, très belle semaine. Merci à toi aussi. Et surtout, j'ai vu déjà des messages en me disant qu'il y en a beaucoup qui étaient bouleversés. C'est normal. Respirez, prenez le temps. C'est une très belle étape de votre vie et on se dit la semaine prochaine pour la suite sur la reconversion. Oui, et mesdames, n'hésitez pas à nous appeler aussi si vous souhaitez. Ouais. On a une permanence téléphonique toute la semaine, du lundi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 17h. Donc, c'est normal que c'est quelque chose qui vous le bouleverse. C'est le mot employé par beaucoup d'entre vous. C'est normal, on est là également pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas. À bientôt, Margot. Salut, bonne journée. Au revoir. Au revoir.